l'insurrection tamoule, l'attentat à la bombe en 1996 ont freiné le tourisme, qui reprend le dessus aujourd'hui. Le personnel est stylé. On verra plus loin quel sort réel lui est réservé. Au petit déjeuner, on a peut-être savouré du thé. Justement, la journée sera consacrée au thé, qui reste le fondement de l'économie sri-lankaise. Cette excursion nous balade à travers la montagne verdoyante et fertile. Les conditions climatiques sont idéales, à la fois pour le tourisme et la culture du thé, jusqu'à près de 2000 mètres d'altitude à Nuvara Eliya. Mais l'oncle Sam et son coca sont omniprésents. L'élégance des Singalaises reste sauve. Depuis le XIXe siècle, les montagnes sont peuplées par une communauté tamoule amenée d'Inde par les Anglais pour servir de main-d'œuvre dans les plantations de thé. La couleur locale est entachée par les pubs. Pas sûr qu'ici, il s'agisse vraiment de thé. Et là, c'est bien de la bière qui concurrence le coca. Mais le thé domine. Sa qualité dépend de l'altitude. Ici, à plus de 1200 mètres, il pousse lentement. C'est donc le meilleur. Une seconde catégorie est comprise entre 600 mètres et 1200 mètres. Les thés médiocres poussent à moins de 600 mètres. Les pieds sont taillés. Ils n'excèdent pas la hauteur d'une vigne. Ces pentes ensoleillées sont des jardins opulents. Des équipes de cueilleuses tamoules y récoltent les feuilles et les bourgeons de thé. Hello. L'apparition du thé à Ceylan succède à l'extinction des caféiers décimés en 1870 par un champignon vorace. James Taylor, colon écossais, eut alors l'idée de planter un arbuste à thé dans la région de Kandy. En 1873, les premiers ballots sont envoyés à Londres. La légende du thé de Ceylan était née. Ces sacs de toile seront bientôt remplis du fameux thé noir de Ceylan qui résulte d'opérations successives dans une manufacture que nous allons visiter. Première phase, le flétrissage. Les feuilles perdent la moitié de leur eau pour être ensuite roulées sans risque de brisure. Elles sont séchées durant 24 heures sur de longues claies par un courant d'air chaud à température contrôlée. Les feuilles à demi séchées sont ensuite broyées par des machines, ce qui déclenche le processus de fermentation. Cette manufacture de thé est une des plus représentatives de Ceylan, comme en témoignent ces machines modernes. Les machines nécessitent une main-d'œuvre masculine. À ce stade,
la feuille proprement dite, ses huiles et ses cellules disparaissent pour devenir une sorte de poudre marron noire. Les manipulations sont multiples entre les tapis roulants et les machines broyeuses. Tout l'art de la fabrication du thé consiste à stopper la fermentation au bon moment, ce qui déterminera le grade. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, le thé de Ceylan est inégal. Des plants de qualité inférieure portent préjudice aux productions haut de gamme. Tout porte à croire qu'ici, on fabrique plutôt du bon thé. Le commerce local regorge de mélanges hasardeux. Les meilleurs thés sont exportés ou servis dans quelques grands hôtels-restaurants. En 1925 est créé à Ceylan un institut de recherche pour le thé. En 1934, la production dépasse 100 000 tonnes contre 250 000 dans les années 90, derrière l'Inde et la Chine qui en produisent plus du double. Mais la renommée du thé de Ceylan a la peau dure, bien au-delà des frontières du pays, pourtant rebaptisé Sri Lanka en 1972. Au XIXe siècle, les colonisateurs britanniques ont investi cette région, devenue aujourd'hui un atout touristique. Quelque part, à 2524 mètres, culmine le sommet du Pidur Atagala. Mais un voyage organisé est parfois contraint au survol, du fait des méandres de son itinéraire. Pas question de musarder. L'hôtel nous attend. Si les yeux n'ont pas tout vu, les ventres, eux, sont toujours bien remplis. Alors, bon appétit. Peut-être que j'aille en chercher, moi aussi. Ah ben, moi aussi. Et le personnel, il est discret, efficace, mais qui s'en soucie? Un livre d'or accueille les remarques et suggestions du touriste. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Ceux-là au moins s'amusent et ne se cassent pas la tête. Si je mettais ça, pour les inciter à prendre la licence comme il faut. Personnel. On s'interroge, entre autres, sur l'hébergement du personnel hôtelier, car on a par ailleurs glané des indiscrétions scandaleuses. Le soleil ne brille pas de la même façon pour tout le monde. Deux univers se toisent. Ceux-là font figure de nantis. Rien n'est trop beau pour le touriste. Cet hôtel est flambant neuf. Mine de rien, un membre du groupe a fouiné et vérifié les informations. Juste en face de l'hôtel, la situation est illustrée par une cabane où sont logés les domestiques. On y entasse jusqu'à 30 personnes qui ne disposent que de 3 ou 4 WC-douches.
Une fois encore, le fossé entre les deux civilisations reste infranchissable. Bonjour la communication. On s'est promené là. Fermons la parenthèse subversive. Il reste la beauté du paysage. Ce lac magnifique se situe à quelques 2000 mètres d'altitude. On y élève des truites. Et tout autour, une promenade s'étend sur 10 kilomètres. La population des montagnes paraît heureuse. Nous sommes loin de la misère des grandes cités. Si bref soit-il, un signe amical est réconfortant. Outre la culture du thé, l'agriculture en général est une source de revenus essentielle, malgré les moyens archaïques. Une alternative peut concurrencer la culture maraîchère, pourvu qu'on ait le physique de l'emploi. Quitter la terre et revêtir un bel habit de serveur. Cette main-d'œuvre zélée s'entasse, la nuit venue, dans des cabanes insalubres. Ce sont là quelques réminiscences esclavagistes. Il y avait donc bien de quoi écrire sur le livre d'or.